sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Mairead, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfants ou en famille? Est-ce que vous écoutiez la radio? C'est un peu comme le télé pour les enfants aujourd'hui, dans le sens que il y avait qu'un radio à la maison, qui était un vieux radio avant-guerre, dont mon père était très fier, ce qui fait qu'on me laissait jamais le toucher. Mais il y avait deux programmes qui me plaisaient énormément. C'était une série, c'était un peu comme Dick Tracy. C'était un détective tous les soirs à 7 heures et on me laissait l'écouter juste avant d'y aller au lit. Et ça m'excitait. Et l'autre programme, c'était quelque chose que mon père, un peu moi, ma mère, mais mon père ne comprenait pas du tout. C'était le Monty Python de l'époque. C'était des gens qui s'appelaient les Goons. This is the BBC. Oh, come, dear listeners. You know, it's not that bad. Of course not. Come, Mr. Greenslade, tell them the good news. Ladies and gentlemen, we have the extraordinary talking-type wireless Goon Show. C'était un grand acteur chez nous qui s'appelait Peter Sellers et Spike Milligan qui était un fou. Et c'était des gens qui avaient un sens d'humour complètement fou après-guerre. Ils se sont tous réunis. C'était vraiment la folie. Et je me souviens, je peux toujours faire les voix. Le voix de Peter Sellers à l'époque, il jouait quelqu'un qui s'appelait Blue Bottle. Ça, c'est le nom d'une mouche bleue. He used to speak like that. He used to say, hi, little girl, behind the microphone in the Et puis l'autre, il s'appelait Eccles. Et lui, il parlait un peu comme ça, un peu étrange. Et entre les deux, c'était toujours des histoires de mystère et tout ça. Et ça aussi, on me laissait écouter. Et j'étais indoctriné un peu par l'amour du radio parce que le télé qu'on avait, c'était quand même noir et blanc et c'était un très petit écran. Et grâce à ça, peut-être mon amour pour le radio, ou peut-être parce qu'elle avait besoin de clients, un ami de mes parents qui était impresario a demandé à mes parents si on me permettait de faire du radio à l'âge de 9 ans. Et je jouais dans une série sur une école privée et je jouais des jeunes enfants. Et le jour que j'ai appelé, parce que l'acteur principal qui jouait le proviseur connaissait ma mère et connaissait cette génération d'acteurs. Et apparemment, au lieu de dire Monsieur Barr, parce qu'il s'appelait Patrick Barr, je l'appelais Patrick. Et c'est revenu qu'il était très choqué que je n'appelais pas Monsieur Barr et j'étais éjecté du programme, du série. Moi, je savais pas. Ma mère parlait de Patrick tout le temps à la maison, alors je sentais... On m'a pas appris comment me tenir en public, quoi. Alors, le radio, c'était plutôt ça que la musique. J'avais à peu près 10 ans que j'ai découvert Radio Luxembourg. Jusqu'au point qu'il y avait une sorte de compétition. Je pense que c'était pour trouver des compositeurs. À l'âge de 14 ans, j'avais déjà écrit une bonne vingtaine de chansons et j'ai envoyé mes bandes à la radio et on m'a appelé puis j'ai gagné un contrat de disque. Et est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous avez entendu un de vos titres à la radio? Pas vraiment. J'étais beaucoup plus illuminé par un mec qui lavait les fenêtres du voisin, qui sifflait mon chanson. C'est impossible à décrire le chaleur en moi, ce que ça me donnait, le fait que ça promenait le monde entier tout autour et puis ça rentre dans la tête de quelqu'un et qui siffle ton chanson sans te connaître, sans rien savoir.
Ici, ta chanson. Là, c'est gagné. Quel est aujourd'hui votre rapport à la radio? Est-ce que vous l'écoutez toujours autant? Non, pas du tout. Ça m'a tellement déplu parce qu'on l'écoutait de temps en temps dans l'auto et c'est toujours le même effet. Le fait que c'est programmé par les machines, que c'est complètement contrôlé par le nombre de bits, le couleur et tout ça, le fait que c'est formaté, on entend la même merde tout le temps. Alors, bon, je fais partie d'une autre génération qui avait besoin de ces façons de s'exprimer. À l'époque, on cherchait même la spontanéité et la vivacité de la musique et les chanteurs. C'était important qu'on entendait les fautes dans le voix. C'était comme la vie plutôt que quelque chose qui est auto-tuned et qui est complètement contrôlé par des machines qui ne ressemblent à rien de normal. Oui, la tonalité est parfaite, mais personne chante parfaitement. Alors, tous les nuances se sont perdues et après un certain moment, on a mal à la tête. Et la seule façon d'écouter la musique, c'est que j'amène mes anciens CD. Au moins, je peux contrôler ce que j'écoute. Mais le radio m'a déplu à tel point que ça a enlevé le plaisir de la musique. Mais alors à l'époque, quel chanteur vous écoutiez à la radio? Des centaines. Il y a toujours des gens ici en France. La France a amélioré énormément. Moi, à l'époque que j'ai commencé de marcher en France, je me trouvais autant entouré par des chuchoteuses, des gens qui faisaient semblant et tout ça. C'était presque parler plutôt que chanter. C'était l'inverse de ce que c'est aujourd'hui. Mais maintenant, on a des centaines de chanteuses formidables. En France. N'oubliez pas que vous êtes quand même un pays particulier dans le sens que dès qu'il y a un mot en français, c'est comparé avec Rimbaud, Verlaine, je sais pas, c'est comparé avec la littérature et on commence à se poser, ce qui fait on n'écoute plus la musique, on écoute le mec et ce qu'il a raconté. Mais par contre, dès que c'est en anglais, on écoute la musique. Alors, vous prenez les paroles en France, ce qui fait que la musique française, derrière les mots, est moins intéressante parce que c'est plus proche de la papier peint. Et vous écoutez la musique anglo-saxon parce que vous ne comprenez pas les mots. Et à l'époque, ça a été difficile dans ma vie de vivre avec une sorte de dichotomie perpétuelle. Le seul chanson que j'ai eu un vrai succès en France s'appelait Say It Ain't So Joe. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. Ça parlait des présidents, des chefs d'État et leur faillite, quoi. Et c'était provoqué par Nixon à l'époque. Et c'est aussi, je disais, dis-moi que c'est pas vrai, Joe, public, que vous acceptez pas vos défauts, vous avez choisi un con, un menteur. Bon, ben, ça va, on est tous d'accord, tout le monde peut faire une bêtise pareille, mais ne choisis pas le même mec encore pour 4 ans de plus. C'était quand même une chanson appelée politique. Et grâce à l'effet que la France ne comprenait pas les paroles, j'avais dit à la maison disque, mettez s'il vous plaît quand même une traduction avec la pochette pour que ils comprennent le français. Et ils étaient les premiers à dire, ah ben non Murray, si vous mettez une traduction en anglais, ils vont dire que je les prends pour des cons. Tout le monde parle anglais en France. Je vous remercie 1000 fois d'avoir répondu. Ok. Shining into the dark and long. It lit up her face on the pillow, asleep and at peace with the moon. I sat watching thoughts passing through, from the innocent to the serene. I found myself talking quite softly
So many changes of feeling, from yearning to being ignored. Layer after layer was peeling of thoughts that I hadn't explored. Slowly her delicate breathing had soothed away all the unknown. It filled me with hope for the future, reassured by the calm on her face. I felt like I just finished